Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez la patate. Je sais pas vous, mais moi quand je regarde les sports de combat à la télé, j'ai un peu envie de faire comme ça. On a envie de regarder et en même temps pas trop. Est-ce que c'est violent? Est-ce que c'est pas violent? Est-ce que c'est du spectacle? Toutes ces questions qu'on va se poser aujourd'hui avec nos invités. Rodolphe lance le générique. Des coups, des corps qui s'affrontent et parfois même du sang. Quand on parle de sport de combat, le mot violence arrive très souvent. Pourtant, celles et ceux qui le pratiquent parlent à l'inverse de contrôle, de discipline et de règles. Dans notre société, la violence fait recette dans les arènes, sur les réseaux sociaux et même aujourd'hui dans la communication politique. Pensez à Donald Trump qui cette année organise un combat de MMA à la Maison-Blanche. Alors, comment l'imaginaire du combat symbolise le pouvoir? Où s'arrête la virilité? Où commence-t-elle? Comment participer notamment au sport de combat? De quel type de violence parle-t-on vraiment? Et comment les femmes font leur place dans ce sport? Aujourd'hui, on va en parler avec des discours et des regards croisés avec nos invités. Chers invités, bonjour, prenez place, venez seulement me retrouver. Venez, n'ayez pas peur. Bonjour. Enchantée, je suis ravie de vous recevoir pour parler des sports de combat. Waouh, équipé. Kingsley, on adore la médaille. Je me permets de la montrer vu qu'elle est là et que vous êtes venu. Elle est sublime, une fierté, elle est venue accrocher. Vous la lâchez plus, c'est ça, Kingsley? Non, je la lâche plus. Pourquoi? C'est une fierté? Ouais, c'est une fierté. Je suis très content de l'avoir gagnée. C'était une expérience assez stressante, mais dès que tu montes là-dedans et les premiers coups se partent, tu te retrouves. Ouais, elle est magnifique cette ceinture et votre coach en régie, il vous présente même comme le futur champion suisse. Allez le savoir et ça c'est l'avenir qui nous dira. Pour les présentations sur le plateau, Kylian Humer, vous êtes tout juste sacré champion du monde de Jiu-Jitsu à Las Vegas. Vous allez revenir sur votre parcours. Votre ceinture à vous, elle est où? La médaille, elle est à la maison. La médaille. Pour moi. Ah, c'est différent. Là, on parle de médaille. Ouais. Tiens, voilà, aussi des ceintures en jiu-jitsu, mais en l'occurrence, les championnats du monde à Las Vegas, c'est une médaille, une grosse médaille qui est magnifique, mais elle est à la maison aujourd'hui. Dans le reportage de Samir, par contre, on la voit très bien, donc c'est vrai qu'il faut aller regarder. On la verra d'ici quelques instants. Kingsley, donc vous êtes champion suisse de kickboxing. En septembre dernier, vous avez été sacré. On va revenir sur les exigences et les enjeux de votre discipline. À vos côtés, Eva Battistolo, bonjour. Vous êtes entraîneur de kickboxing au Team Masters Lyon. On va évoquer avec vous cette place des femmes dans ce sport. Ouais. Et enfin, Timothée Bernard, vous êtes physiothérapeute. Vous coachez et vous suivez de nombreux sportifs de la région, de plusieurs sports. Est-ce qu'on peut dire quelques noms? Ça se dit pas? Non, on a souvent des contrats spécifiques, particulièrement quand on est spécialisé, comme dans mon cas. Donc, je ne peux pas dire de nom, à part Kylian, que je suis pour la préparation. Oui. Voilà, on gardera le suspense, mais peut-être que vous aurez reconnu le visage à la maison. Tout au long de l'émission, le sociologue Fabien Hall, professeur à l'Université de Lausanne, apporte un éclairage scientifique sur cette question de violence. Il répondra aux questions de Samir Abid. J'aimerais revenir donc sur vos univers et commencer par votre actualité. Vous en parliez tout à l'heure, Kylian, champion du monde de Jiu-Jitsu. On va regarder donc ce fameux sujet qui avait été réalisé il y a quelques temps, en décembre dernier, avec Samir. On regarde. Il est nyonnais et il est devenu champion du monde le week-end dernier à Las Vegas. Kylian Humer décroche le titre mondial en jiu-jitsu brésilien Nogi, la version sans kimono, dans une compétition réunissant les meilleurs athlètes de la discipline. J'ai mis un peu de temps à réaliser, je crois que c'est pas venu tout de suite. Vraiment, c'était un moment fou, j'ai appelé mon père, ma copine et tout, puis c'était vraiment trop bien, quoi. Ça a pris du temps à monter au cerveau. Mais je suis toujours un peu sur un nuage, tu vois, depuis. Kylian, c'est vraiment un diamant brut que le jiu-jitsu a su tailler. Kylian, déjà, c'est une force assez impressionnante. Hein. On voit le gabarit du personnage. Et puis, ce qui est impressionnant, en fait, c'est qu'il y a vraiment ce côté... physiquement, elle est en place. Mais son jeu, c'est vraiment la technique. C'est un peu comme un serpent qui se faufile, etc.
Et c'est ça qui est beau, je pense, c'est ce paradoxe-là, en fait, qu'il incarne super bien. Et c'est ça qui fait qu'il gagne les championnats du monde et que c'est une référence dans la région, même au niveau national et je pense même au niveau international. Il n'y a aucun doute là-dessus. J'ai essuyé quelques échecs auparavant qui m'ont un peu miné le moral, j'avoue, mais je savais que j'avais quand même les capacités pour, tu vois. Et d'arriver là-bas avec ces armes en main et d'avoir été champion, c'est ouf, quoi. C'est une première pour un athlète suisse qui gagne les Worlds, c'est pas rien. Nous qui sommes dans le métier, c'est un rêve de combattant. Lui, il a accompli et c'est merveilleux. Contrairement au jiu-jitsu avec kimono, où les prises sur le tissu structurent le combat, le no-gi se pratique sans kimono et se concentre sur le grappling, sans la friction et les prises supplémentaires que le kimono offre. Ce sacre intervient après une année déjà marquante sur le plan local. En 2024, Kylian Humer avait été élu sportif de l'année de la région de Nyon, une reconnaissance aujourd'hui prolongée par ce titre mondial. Malgré cette réussite internationale, l'ancrage de Kylian Humer reste local. Installé à Nyon, il s'entraîne à la Team Masters Nyon, un club qui joue un rôle central dans sa préparation et son quotidien d'athlète. Grosse émotion pour tout le club, pour Nyon. Je pense que c'est une grosse fierté pour Nyon. Je m'entraîne principalement à Berne, mais Team Master, j'y viens en tout cas 2 fois par semaine pour faire mes sessions privées avec des proches à moi, des potes qui s'entraînent aussi. On fait nos sessions entre nous et c'est un truc qui me fait vraiment aussi beaucoup progresser. Donc j'ai la chance que Abdi me laisse en fait accéder à la salle 24/7 et ça pour moi ça a vraiment fait la différence. De Nyon à Las Vegas, Kylian Humer franchit ainsi une étape majeure dans sa carrière avec un titre mondial en no-gi qui place désormais la région de Nyon sur la carte du jiu-jitsu brésilien international. Et donc maintenant, de quoi tu rêves? J'ai fait champion du monde en ceinture violette. L'idée c'est de le faire en marron et en noir maintenant, tu vois. Et ça, c'est pour les objectifs et c'est plutôt bien parti. Félicitations, Kylian. On a entendu, il y a un peu toutes ces nuances dans les différents sports de combat. Est-ce que vous avez la sensation dans l'imaginaire collectif que les gens comprennent un peu toutes ces nuances et savent vraiment que il y a toutes ces différences dans ces sports de combat? Non, certainement pas. Encore aujourd'hui, je pense qu'il y a pas mal de gens qui confondent le jiu-jitsu brésilien avec le karaté. Mais bon, après, moi j'aime bien dire qu'on est un peu tous cousins entre sports de combat. Même si je laisserai évidemment Kingsley parler plus en détail de tout ce qui est striking, donc frappe, sport de frappe, kickboxing, boxe thaï, c'est plus son domaine à lui. Mais gentiment, oui, les gens commencent à de plus en plus s'en rapprocher et à pratiquer. Je pense que Eva aussi pourra parler du fait qu'il y a de plus en plus de femmes qui pratiquent aussi, et c'est super intéressant, je pense. Sport violent ou pas pour vous? Alors, ce serait faux de dire que ça ne l'est pas du tout. Maintenant, je ne pense pas que c'est les pratiquants d'arts martiaux qui sont responsables des violences qu'on observe en dehors du cadre sportif. Je ne pense pas, non. Et on va en parler justement, Kingsley, pour revenir sur votre actualité à vous. Donc, cette ceinture, ce titre, ce sacre, vous êtes champion suisse de kickboxing, on va voir quelques photos. Il représente quoi pour vous, ce titre? Il représente beaucoup de choses, un travail acharné sur l'amélioration, de la persévérance et beaucoup de trucs. Ouais. Kylian a apporté cette nuance par rapport aux arts martiaux. Pour vous, le kickboxing, sport violent ou pas? Oui. Et c'est pas du kickboxing, ça c'est le Muay Thai. Ouais, mais quand vous dites oui, sans hésitation à la violence, mais c'est une violence gratuite, contrôlée, maîtrisée. Comment est-ce que vous la définissez, vous? C'est une violence maîtrisée, c'est une maîtrise de soi. C'est premièrement, avant d'être une violence, c'est une maîtrise de soi et il faut contrôler chaque truc que tu fais, il faut réfléchir vite, efficacement, il faut prendre des décisions vite. Sinon, ça te coûterait, il faut faire attention à pas mal de trucs. Et voilà. Ouais, on va parler de cette notion de rapidité. J'aimerais frapper fort avec une image qui avait marqué notamment les réseaux sociaux, une image qui date de 2015 à Las Vegas. Je ne vais pas en dire plus, mais je suis sûre que vous en avez entendu parler. On regarde. Relaxed and smiling. Oh! He slipped him! Is the new UFC featherweight champion of the world! Oh, unbelievable! Oh my God! Un KO mythique, 13 secondes pour ce KO. Est-ce qu'on peut dire un petit mot? Pourquoi c'est un KO mythique, Kylian? KO le plus rapide de l'histoire ou pas? 13 secondes, c'est très très rapide. Le plus rapide de l'histoire, je ne crois pas. Après, comme j'ai dit, c'est pas mon sport, mais je crois pas que c'est le plus rapide de l'histoire.
Maintenant, il est mythique parce qu'il y a l'histoire, le passif, le trash talk qu'il y a eu avant aussi. McGregor, c'est une légende. José Aldo aussi. Samir me disait en préparant cette émission, McGregor, c'est un peu le Ronaldo finalement dans son milieu. On valide? Pour moi, oui. Après, voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça. Pour moi, McGregor, c'est un des meilleurs qui a jamais existé, incontestablement. Et j'adore le personnage, même si aujourd'hui, il a un peu décliné, je pense. Mais oui, ce combat, il est mythique, c'est clair. Et pour moi, c'est super de voir ça. Mais c'est vrai que j'entends que pour des gens qui sont pas initiés, ça puisse paraître d'une violence démesurée. Ouais. J'entends. Timothée, c'est quoi votre regard là-dessus? C'est violent, c'est pas violent? On va dire que le sport reste violent, parce qu'il y a quand même une action assez physique. Maintenant, c'est des gens qui, veulent pas, sont au courant, et ça fait partie de leur quotidien. En effet, c'est maîtrisé. Il y a quand même malgré tout énormément de respect entre chaque sportif. J'ai envie de nuancer entre la violence du sport et puis la mentalité du sport. C'est vrai que dans les sports de combat, c'est quand même très cadré. La violence gratuite ne fait pas partie du lot, contrairement à certains autres sports. Donc, je suis plutôt réservé entre dire oui, veut pas. C'est quand même des sports physiques qui ont pour but quand même de porter des coups et des fois une atteinte à l'intégrité physique. Mais en même temps, il y a une forme de respect. Donc, c'est sûr que c'est assez tranchant comme avis. Ouais. Mais vous qui suivez ces sportifs au quotidien, est-ce que vous avez l'impression que les sports de combat sont plus violents qu'un autre type de sport, comme par exemple, je sais pas moi, le rugby, le foot? On peut dire ça ou pas? Alors, si on regarde du point de vue blessure, je pourrais pas dire que j'ai plus de blessures dans les sports de combat que dans les sports de contact ou même d'autres sports. La violence n'est pas la même, c'est pour ça, j'ai envie de dire que c'est assez subjectif. C'est sûr que quand on voit un chaos comme ça en l'espace de 13 secondes ou qu'on voit malheureusement comme à la boxe qu'il y a des morts chaque année, mais ça c'est un autre monde la boxe, ça laisse quand même, ça pose des questions pour l'intégrité physique. Et est-ce que ça vaut la peine, comme sportif ou comme personne, de voir des images comme ça c'est clair. C'est intéressant. Est-ce que ça vaut la peine? Quel est votre regard, Eva, là-dessus? Est-ce que ça aide? Est-ce que ça apporte une image qui est bonne ou pas à ce type de sport qu'est le sport de combat? Ou est-ce qu'à l'inverse, il faudrait pas, et que quand on est sportif, il faudrait peut-être faire durer le combat un peu plus longtemps pour pas avoir ce genre d'ambiance? C'est quoi votre regard? Non, je pense pas. C'est quand même assez impressionnant un chaos comme ça aussi rapide, et je pense pas qu'il n'aurait pas fallu que ça dure plus longtemps s'il en a la capacité que ce soit aussi rapide. Après, par rapport à la violence dans ce genre de sport, je suis assez d'avis avec mon voisin. Ça reste maîtrisé et contrôlé, et je pense que souvent ce qu'on apprend aux jeunes qui viennent s'entraîner dans les académies, c'est que la seule raison pour laquelle ils aient le droit d'utiliser leur art en dehors de l'académie, c'est pour se défendre et aucunement pour justement être violent. Donc moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, en tout cas pour canaliser la violence de chacun et chacune. Ouais, le mot canalisation qui revient encore une fois. Kingsley, si on parle de cette rapidité, puisque vous en avez parlé tout à l'heure, c'est quoi un joli combat pour vous? C'est un chaos qui arrive le plus vite possible, ou au contraire, il faut faire durer le spectacle et ce contrôle, cette maîtrise? C'est un peu les deux, moi, je trouve. Quand le chaos il est rapide comme ça, c'est assez impressionnant, c'est beau à voir. Et quand ça dure, il y a des belles échanges. Il y a de l'art, il y a une spectacle ça reste l'art avant d'être un sport ou avant d'être violent, c'est de l'art. S'il y a des belles d'échanges, ça reste quelque chose de magnifique si ça dure, les 5 rounds. De l'art avant du sport. Mais alors, qu'en pense le sociologue Fabien Hall? Il a répondu aux questions de Samir. On l'écoute justement sur cette question de violence dans les sports de combat. Comment est-ce qu'on pourrait définir cette violence? J'imagine qu'il n'y a pas une violence, il y a des violences. De quelle violence on parle exactement? Alors, c'est extrêmement difficile à définir, les violences, parce que c'est la définition liée à l'histoire. Les violences aujourd'hui, ce ne sont pas les mêmes qu'il y a 50 ans, qu'il y a 2 siècles, 3 siècles. Et puis, la violence, elle n'est pas définissable dans l'absolu, parce que
Par exemple, vous tuez quelqu'un dans un combat de jiu-jitsu ou de MMA, vous n'êtes pas sanctionné pénalement, à moins que ce soit un combat illégal, hors institution, etc. Mais la même chose, vous retrouvez la même personne dehors, dans la rue, juste après le combat officiel, vous le tuez, à ce moment-là, c'est considéré comme un homicide. Donc c'est les cadres sociaux qui expliquent qu'est-ce qui est violence, qu'est-ce qui n'est pas violence. Donc, à partir du moment où on est dans un cadre clair, établi, il y a des régulations des violences qui sont beaucoup plus claires et beaucoup plus établies. Donc, ça nous paraît violent, par exemple, du MMA ou du jiu-jitsu ou d'autres pratiques. En fait, non. À partir du moment où il y a des règles, il y a un arbitre, il y a un contrôle, oui, ça peut blesser. Oui, il peut y avoir quelque chose de spectaculaire, des gens peuvent saigner, avoir une fracture. Mais l'intention n'est pas de blesser. L'intention n'est pas d'avoir une fracture. L'intention, c'est de gagner un jeu. Donc, on est dans des formes de violence qui sont instrumentales. Mais disons, c'est un spectacle, et c'est un spectacle qui nous renvoie à des codes très virilistes de survalorisation des hommes forts, courageux, etc. On a les affrontements, les insultes, des violences symboliques, des face-à-face, on voit les deux têtes qui se rapprochent. Bah, ça fait partie du jeu, c'est un spectacle, c'est un business, donc il faut vendre. Et ces images font vendre. Alors je dis pas que c'est extrêmement soft, hein, on voit qu'il y a aussi, ça enseigne, il y a des coups, il y a des blessures, bien sûr. Et donc, il existe des recherches qui disent clairement que les sports de combat, en réalité, ne rendent pas plus violents, mais ils permettent de rendre plus calme, de permettre de canaliser cette énergie. Non, non, il n'y a pas ça, parce que en fait, c'est vraiment un but à vocation strictement sportive, et on demande aux gens de tout faire pour éviter d'utiliser, disons, leur corps comme arme face à des gens qui ne sont pas experts, parce que ça pourrait faire beaucoup de dégâts, pardon, et puis risquerait aussi de blesser vraiment de façon significative des gens qui ne sont pas entraînés, qui ne sont pas prêts et hors contexte. Donc, on peut avoir de la régulation de la violence par les clubs, par les entraîneurs, par des cadres qui sont vraiment dans un jeu sportif. Et puis, on peut avoir des usages qui sont effectivement incitatifs à la violence. Donc, c'est pas le sport en lui-même, c'est qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Qu'est-ce qu'on en fait, Kylian? Il y avait cette notion de jeu qu'on entendait du côté de Fabien Hall, le sociologue. Vous êtes d'accord avec ça? On ne blesse pas l'adversaire? Si, on le blesse peut-être pas volontairement, en tout cas pas à chaque fois. Maintenant, oui, ça arrive. Et ça, on peut pas y échapper. J'explique souvent quand je donne des cours que quand il y a un enjeu important, qu'il soit financier ou des questions de titre, en championnat par exemple, si on n'est pas capable d'infliger une blessure à l'adversaire, il n'a aucune raison d'abandonner. Et en jiu-jitsu, abandonner, faire taper l'autre, donc abandonner, c'est l'essence même du sport. Donc en fait, inévitablement, il y a des blessures. Maintenant, je pense que Fabien, c'est un peu aussi ce qu'il expliquait, c'est le fait que ça reste dans un cadre sportif et contrôlé. C'est pas de la bagarre de rue et ce sera jamais le cas, en tout cas pas pour moi. C'est pas pour ça que je fais ce sport, c'est parce que j'adore ça. Mais ce que j'adore, c'est le sport, c'est pas la bagarre sans but, sans objectif. Donc je pense que dire qu'il n'y a pas de blessure, ce serait faux, encore une fois, mais malheureusement, c'est comme ça. Et comme Timothée le disait aussi, il n'y a pas plus de blessures en jiu-jitsu qu'en football américain ou en rugby, finalement. Donc est-ce qu'on peut vraiment le reprocher ? Ouais, et Timothée, c'est là qu'on revient à vous, vu que vous soignez ces blessures forcément. Ouais. Il y a tout un business, ça fait vendre ou pas, et forcément, comme le disait Kylian, une fois qu'on a affaibli l'adversaire, c'est gagné pour les combats aussi à venir. Il y a quelque chose qui se met vraiment en place là autour. Je pense comprendre le sens de la question. Il y a une vraie stratégie dans le fait de blesser l'adversaire. C'est que ce n'est pas dans un unique combat, un unique chaos, c'est qu'il y a aussi la suite, l'avenir. Ça, c'est une réalité à laquelle vous êtes confrontés, j'imagine. Oui, alors c'est clair que j'ai malheureusement vu des blessures qui ont mis des termes à des carrières. Maintenant, c'est vrai que dans les sports de combat, ils ont une préparation physique qui est quand même hors norme. On en a déjà parlé avec Kylian, où je lui disais, c'est pas de savoir, c'est est-ce que tu vas te blesser dans ta carrière, c'est quand, et c'est optimisé. Et c'est vrai que blesser un adversaire qui est souvent meilleur ou vraiment un concurrent direct peut déjà laisser une trace psychologique pour les prochains combats, et en plus, ça peut ralentir de façon significative, soit psychologiquement ou soit physiquement, son adversaire. Ça, c'est clair.
Ouais, est-ce que vous avez peut-être des vécus à nous partager, des blessures aussi, hein, sans rentrer précisément, mais est-ce que Kingsley, est-ce que vous avez déjà dû travailler sur certaines choses sans te donner, parce que forcément, on va pas dire bah oui, j'ai été blessé, parce qu'on le comprend, bah du coup ça vous affaiblirait, mais est-ce que c'est des préoccupations qui sont là de ne jamais vous blesser? C'est quelque chose qui vous préoccupe, vous, en tant que sportif? Non, mais parce que je me dis, bah, si tu peux pas nager sans être mouillé, genre, tu fais un sport comme ça, tôt ou tard, il va t'arriver un truc. Et c'est juste la nuance de. C'est pour ça, moi, je trouve être fort, s'entraîner bien, c'est une façon de se protéger soi aussi. Parce que si tu t'entraînes, si tu fais genre n'importe comment, c'est sûr que très tôt, il va t'arriver quelque chose de dangereux. Et quelque chose qui peut te mettre un terme à ta carrière. Ouais, Kylian, votre regard là-dessus? Je pense que quand on s'entraîne dans un bon club, on peut pratiquer des années sans jamais se blesser. Mais comme Kingsley le dit, en compétition, c'est un risque qu'on doit prendre et qu'on est prêt à prendre, consciemment ou non. Comme il le dit, si tu nages, tu dois prêt à être mouillé. Quand tu vas combattre en compétition, tu prends le risque de devoir blesser ton adversaire ou alors de pouvoir te blesser toi. Mais c'est quoi votre vécu? Il y a eu un impact sur vous physiquement? Vous voyez que votre corps change, qu'il faut aussi s'adapter? Alors, comme Tim le disait, la prépa physique, ça joue un rôle hyper central, en tout cas chez moi et même chez tous les pratiquants d'arts martiaux, je pense. J'ai eu, moi, des blessures mineures ou pas en compétition. J'avais pris quelques dégâts sur la cheville, la malléole. Quelques mois après, j'ai infligé à un adversaire triple fracture osseuse et 2 ligaments déchirés au niveau du pied aussi. Donc, ouais, ça peut aller vite. Et c'est pas le cas à chaque fois, mais quand c'est le cas, bah, on regrette ou alors on est content que ce soit pas nous et que ce soit l'autre. Mais ça arrive, oui, effectivement. Ouais. Eva, j'aimerais parler un petit peu de vous et de votre parcours. Vous êtes entraîneur de kickboxing au Team Masters Nyon. Oui. Comment est-ce que tout a commencé? Il y a cette idée que les femmes commencent les combats de sport parce qu'il faut savoir se défendre dans la rue. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Ah oui, je pense que ça aide à prendre énormément confiance en soi et puis c'est plutôt rassurant de savoir qu'on a quand même quelques techniques pour pouvoir se défendre. Après, c'est pas forcément évident. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus facile pour les femmes de venir dans des clubs. Il y a plus, elles sont plus, j'aurais envie de dire, légitimes. Enfin, elles sont plus facilement acceptées. C'est vrai qu'à l'époque, quand j'ai commencé il y a une vingtaine d'années, c'était moins évident. Je voyais bien aux entraînements, dès qu'il fallait se mettre en binôme, si on était un nombre impair et qu'avec des garçons, j'étais vraiment le mouton noir, ça c'est clair. Et encore aujourd'hui, ça peut se ressentir quand on fait des sparring en fin d'entraînement. Ben, je vois des fois, il y a des amis qui veulent absolument pas faire avec moi. Enfin, c'est vraiment. Mais je pense que ça fait quand même de plus en plus sa place et il y a de plus en plus de cours 100% féminins qui sont ouverts et je pense que c'est bien parce que physiologiquement, forcément, en termes de gabarit et de force, on n'est pas les mêmes et c'est peut-être plus facile pour les femmes de venir justement à des cours qui sont proposés et ouverts que pour elles. On n'est pas les mêmes, mais du coup, est-ce que ça reste le même sport ou pas? Oui. Ça reste le même sport, ça reste la même technique, bien sûr. Mais après, il y a des différences de gabarit, même entre hommes, quand ils combattent. Enfin, il y a des différences de gabarit. Et voilà, physiologiquement, ça fait que déjà, souvent, les hommes sont plus grands, ont plus de force. Enfin voilà, donc je pense que les femmes, elles osent plus facilement venir aussi si le cours, il est que pour elles, en premier lieu. Après, il y a des femmes qui aiment s'entraîner aussi dans les cours mixtes avec les hommes, mais je pense que en première instance, peut-être c'est plus facile. Ouais, j'imagine. Ouais. On va poser la question, on va mettre le doigt sur quelque chose qui fait mal, mais un combat mixte, ça serait possible ou pas? Alors, si on remet en contexte, à mon sens, si on met professionnel sur professionnel, non. Je pense que malheureusement, génétiquement, sans rien enlever à la femme, physiquement, elle va se faire dominer au même niveau. Non, je pense qu'il y a un réel danger. Pour moi, il y a un réel danger. Attendez, un argument pour si on est d'accord, je parle vraiment professionnel à professionnel. Si on prend 2 personnes qui sont si on prend la numéro 1 mondial en kickboxing et le numéro 1 mondial en kickboxing, je pense que physiquement, il y aura quand même quelque chose qui sera dépassé. Peut-être pas en technique, mais physiquement. Non, pas en technique. Physiquement, ça peut être vraiment problématique. Mais après, physiquement, oui, c'est pas. Ça, c'est une réalité. Ce qui est pas. C'est pas péjoratif pour la femme, pas du tout. C'est juste une réalité, tout simplement.
Et je pense que si on veut être juste dans une compétition, il faut être d'égal à égal, en tout cas déjà en termes de gabarit. Et s'il n'y a pas l'égalité en termes de gabarit, ben non, c'est pas juste. On part avec une inégalité qui est pas juste, à mon sens. Je suis assez d'accord avec... Allez, un partout sur le ring, en tout cas à égalité. Et ça, on aime cet état d'esprit sur le plateau de Fais voir ta région. Mais alors, comment le rôle des femmes a changé ou pas les sports de combat? On a posé la question au sociologue. On revient avec lui au micro de Samir Abid. Est-ce que notre rapport à la violence, quand c'est un combat entre deux femmes, il est différent? Quid de la question de genre? Ouais, alors c'est vraiment une bonne question parce que la question du genre, elle est assez importante. On se rend compte que dans le MMA, en tout cas, et dans d'autres sports de combat, on valorise aussi les femmes. Probablement plus que dans certains sports traditionnels. Parfois, on les paye correctement aussi. Bien sûr, elles s'alignent sur certains codes de la virilité, de la force, l'engagement, l'idée qu'il faut être capable de combattre, de survivre, etc. Mais si on regarde bien aussi, c'est associé à une combinaison de codes aussi de la féminité. C'est-à-dire qu'elles sont maquillées, elles se féminisent selon les canons, disons, assez classiques, elles ont une élégance. Simplement, les canons aussi de la féminité sont en train de changer. C'est-à-dire que si on prend par exemple le crossfit, des pratiques comme ça, aujourd'hui, des femmes musclées, ça fait partie des possibles. Et ça ne gêne pas forcément. Bien sûr, on a eu le modèle de la femme anorexique type mannequin qui continue à exister. On a une plus grande diversité de modèles. Et donc, une femme combattante musclée, ça passe assez bien, à condition qu'on mette quand même quelques éléments de la féminité. On a cet aspect-là, de façon à ce que ce soit vraiment des genres assez séparés. Eva, vous êtes d'accord, ça reste un sport d'hommes? Qui s'est bien ouvert aux femmes. Non, je trouve pas que ce soit qu'un sport d'hommes aujourd'hui. Je pense pas. Je pense que la femme, elle a vraiment sa place. Ouais, je ne sais pas si vous, dans vos expériences, dans vos pratiques, si vous êtes entraîné avec des femmes, qu'est-ce que ça a changé peut-être dans vos pratiques et dans vos expériences, Kylian, Kingsley? Question ouverte, qui veut y aller en premier? Quand c'est possible, je m'entraîne régulièrement avec des femmes. Oui, à l'entraînement, les sparring, c'est assez mixte. On a dit plusieurs fois sparring dans l'émission, c'est quoi? Peut-être qu'est-ce qu'on peut le préciser? Sparring, c'est ce qu'on appelle les combats d'entraînement. Donc c'est à la fin de l'entraînement, souvent, on appelle ça, on dit on tourne ensemble, on combat, mais on n'est jamais à 100%, c'est un combat technique. On peut aussi appeler ça un flow, où généralement on va flow entre les positions sans avoir envie de s'arracher la tête comme c'est le cas en compétition, mais c'est l'idée de simuler un combat. D'entraîner, d'enchaîner des positionnements, des clés. Pour revenir à la question, qu'est-ce que ça a changé dans votre pratique, le fait de vous entraîner aux côtés de femmes? Comme Eva le disait, il y a évidemment des différences de gabarit qui sont parfois importantes, surtout que moi je suis un type costaud, j'imagine. Mais du coup, le fait de rouler avec une femme, je vais mettre ça de côté et me concentrer absolument et uniquement sur l'aspect technique de mon jeu, ce qui peut être super intéressant en fait pour développer des capacités qui plus tard en compétition me serviront quand même, parce que j'aurai l'habitude, ou en tout cas la capacité à jouer un jeu qui est peut-être plus technique, plus en finesse. Et moi, c'est ce que j'adore aussi dans ce sport-là. Donc ouais, je trouve ça cool, je trouve ça intéressant de rouler avec des femmes aussi, ouais, bien sûr. Kingsley? Oui, comme dit Kylian, quand je tourne avec les femmes en sparring, je fais pas du tout fort, j'essaie de travailler uniquement la technique. Et moi, je trouve ça intéressant de tourner avec les femmes parce que tu focuses vraiment en technique et tu essaies de faire la diff, genre sans utiliser la force brute et essayer d'arracher la tête, quoi que ce soit. Ouais. Kingsley qui dit j'y vais pas du tout fort. Vous dites quoi en tant que coach lors des entraînements? Qu'est-ce que vous dites à vous? Alors je dis que parfois à mes élèves, Ouais. nous je donne des cours que Uniquement femmes, donc pas mix. Donc du coup la question elle se pose pas. Mais je parle moi d'expérience quand j'ai eu tourné avec des hommes. Il y a tous les profils. Il y a le garçon qui justement il veut pas du tout y aller fort parce qu'il pense que je suis en sucre, ou alors celui qui veut prouver qu'il est vraiment plus fort et qui va comme un bourrin et qui s'adapte pas du tout. Il y a un peu tous les profils. Après il y a aussi justement qui s'adapte et puis qui fait plus ressortir la technique. En général, plus la personne elle est avancée, plus c'est intéressant de tourner avec. Ouais. Si on reprend justement ces images qu'on peut revoir en combat, alors peut-être Eva, est-ce que déjà vous connaissez ces athlètes? Moi, je les connais pas. Ronda Rousey, ouais. Bon, moi, je suis pas trop MMA, je suis plus kickboxing.
Est-ce que quelqu'un peut nous aider? Appelle un ami à la rescousse, qu'est-ce qu'on voit sur les images? On voit Ronda Rousey, qui était sur la première vidéo, et la deuxième, je ne sais pas. Ouais. Qui était Dans pas votre regard à vous, quel type de combat ça apporte? Qu'est-ce que ça change, ces combats de femmes? Quel est votre regard là-dessus? Vous qui avez aussi une expérience, Timothée. Moi, je ne suis pas tranché. C'est la même violence? Oui. À mon sens, c'est exactement oui, on peut dire la même violence, mais je ne vois pas de la violence pure et gratuite, encore une fois, parce que c'est leur choix, ce sont des professionnels dans ce sport, elles sont entraînées, elles sont aussi entraînées à se défendre, et surtout, elles sont là en toute connaissance de cause. Donc, je ne sais pas si je peux en voir une réelle violence. L'acte est violent, veut pas. Quand on voit la fin du combat comme ça sur un KO, ça aurait pu être peut-être arrêté avant. Mais comme je dis, elles sont là en connaissance de cause, elles sont professionnelles. Et des fois, des combats de femmes comme ça, j'aime beaucoup regarder le sport féminin. Bien souvent, c'est beaucoup plus technique. Elles vont moins aller chercher l'esprit de l'homme un peu plus, comme on dit des fois, viril, et la puissance. Il y a beaucoup plus de technicité. Donc des fois, c'est même plus agréable à regarder. Voilà, et on vous laissera peut-être sur cette réflexion. Dernier tour de table avec peut-être vos objectifs sportifs à vous, Kylian, pour la suite, ça serait quoi? C'est lesquels, après ce titre et ce sacre? Comme je le disais dans le reportage de Samir, alors il y a les championnats du monde en ceinture marron et en ceinture noire maintenant, évidemment. Il y a aussi les qualifications pour le tournoi ADCC, qui est un peu l'équivalent des Jeux Olympiques pour le grappling, donc ce serait aussi un objectif intéressant. Et en fait, IBJJF, la fédération qui organise les Worlds que j'ai gagné, a ce qu'on appelle le Grand Slam, qui en fait, c'est les 4 majeurs, donc les Brasileiros, les Panamérica, les Européens et les championnats du monde. C'est les 4 tournois les plus prestigieux de l'organisation. Donc si je peux déjà y participer, ce serait dingue, et ensuite tous les gagner, ce serait magnifique. Eh ben, c'est ce qu'on vous souhaite, Kingsley. Vos objectifs à vous pour la suite, sportivement parlant, c'est lesquels? Faire plus de combats, gagner plus d'expérience, gagner plusieurs titres. Je rêve de gagner les championnats d'Europe, si possible. Ce sera vraiment quelque chose de bien. Et afin de finir professionnel. Voilà, un joli objectif, et c'est ce qu'on vous souhaite aussi. Eva, Team Masters Nyon qui grandit. Oui. Vous me disiez en préparant cette émission qu'il y a toujours plus de cours, même, et de salles. Oui. Des bonnes choses. Donc de l'attrait qui montre qu'il y a un réel attrait pour ces sports de combat. Oui, avec l'ambition d'agrandir, d'avoir une salle plus grande, et puis peut-être de travailler avec des équipes pluridisciplinaires, des physios, nutritionnistes, et d'avoir plus de créneaux pour ouvrir plus de cours féminins. Timothée, vous aurez le mot de la fin. De par votre regard, de par votre expérience, peut-être même ce regard philosophique que vous avez apporté tout au long de cette émission. Qu'est-ce qu'on retient? Les sports de combat violents, mais non, ça dépend de la maîtrise, de ce qu'on en fait et du cadre, c'est ça? Oui, exactement. Et puis j'aime bien nuancer en disant qu'au niveau professionnel, ils sont encadrés en toute connaissance de cause avec des techniques, autant pour se défendre que pour attaquer. Versus, comme avait été dit par le sociologue, dans la rue gratuitement contre des gens qui ne sont absolument pas prêts à recevoir ce genre de choc, de coups, etc. Donc, il faut nuancer, il faut vraiment nuancer. Merci à tous d'avoir été avec nous sur le plateau de Fais voir ta région. J'étais ravie d'avoir cette discussion avec vous. À la maison, faites-nous part peut-être de vos commentaires. Est-ce que vous êtes pour ou contre les sports de combat? Qu'est-ce qui vous a marqué ou pas? Est-ce que vous avez des images comme ça qui vous restent en tête? On se fera un plaisir d'échanger avec vous. Allez, bonne suite de programme. Ciao, ciao.